Globalement, de votre expérience, qu'est-ce qu'apportent au quotidien les gens qui pratiquent, qui utilisent l'hypnose? À un mot, du bien-être. En un mot, de la satisfaction. La satisfaction de pouvoir aider l'autre. Ok. Avez-vous des exemples de transformations très profondes? Là, vous nous avez donné quelques exemples, mais des transformations ou des résolutions qui sont supposées ne pas être possibles par toutes sortes d'approches. Ça peut être le cas de maladie ou ça peut être le cas de grand dysfonctionnement. Est-ce que vous avez des exemples dans votre pratique, à vous personnellement ou au sein de votre institut? C'est du quotidien. C'est du quotidien, ça. Les transformations, c'est du quotidien. On n'est pas... Déjà, au niveau de la formation, une personne qui rentre en formation et qui ressort n'est pas la même personne, elle a évolué. Et puis en cabinet, c'est du quotidien aussi. C'est voir. Moi, il y a un souvenir qui m'a... C'est au début que j'avais le cabinet, et je recevais quelqu'un qui était en hyperanxiété chronique. Alors en invalidité, évidemment, qui pouvait être violent fréquemment, et qui vient me voir, et c'était mon premier cas. Après, j'en ai eu beaucoup d'autres. Mais ça m'a touché énormément, il n'y avait pas la lumière qui était allumée chez lui. Parce qu'on lui avait dit que de toute façon, les gens qui l'avaient suivi jusqu'à présent, dans les centres d'accueil, et on lui avait dit, de toute façon, on ne peut rien pour vous, vous serez comme ça toute votre vie. On lui donnait des médicaments, et il était très très mal. Et j'ai passé 1 ou 2 séances à lui redonner la possibilité d'allumer la lumière, c'est-à-dire la possibilité de dire qu'il y avait un espoir, pas de guérir peut-être, mais d'amélioration. Et on a travaillé quelques mois, ça n'a pas été quelque chose qu'on a traité rapidement, ça a été 8 mois de travail, et au bout de 8 mois de travail, je me rappelle, j'étais en vacances, il avait beaucoup progressé dans le contrôle de lui-même, dans des possibilités qui s'offraient à lui. Un jour, j'étais en vacances, il m'a envoyé un long texto, où il m'expliquait qu'il avait été confronté à quelqu'un qui l'avait un petit peu agressé dans la rue, et qu'il s'était complètement maîtrisé, n'était pas rentré dans la violence, et avait géré le problème de manière tout à fait carrée, tout à fait logique, en contrôlant pleinement ses émotions. Il avait repris du contrôle sur sa vie. Et là, il s'était aperçu, confronté au fait qu'il avait repris ce contrôle-là sur sa vie. Et c'est une lettre qui m'a touché, enfin une lettre, un texto un peu riche, qui m'a touché énormément. Et là, ça c'est un cas de transformation fabuleux. Cette personne qui était en perte de contrôle sur sa vie reprenait le contrôle sur sa vie. Et effectivement, il a bien repris une belle part de contrôle de sa vie. Et toi, Virginie, tu as un exemple? Moi, j'ai un exemple en tête, là. C'est une personne qui est venue me voir à Paris, quand on avait les cabinets à Paris, et qui venait d'Australie. Et elle me dit, voilà, je suis là pour une journée, et vous allez me dire si oui ou non je dois divorcer. Et habituellement, c'est vrai que quand on nous pose une question comme ça, on me dit, mais on ne peut pas nous dire si ce qui est possible pour vous de faire, on ne peut pas juger. Mais elle insistait et elle était vraiment très décidée, et elle m'a dit comme ça fermement, dites-moi si oui ou non je dois divorcer. Je viens d'Australie, dites-moi si oui ou non je dois divorcer. Je dis, très bien, on va voir ce qu'on peut faire. Donc je n'ai pas dit ni oui ni non, mais je l'ai mis dans un état, dans la scène qui posait problème pour elle. Et dans cette scène-là, je lui ai fait revivre les choses, mais d'une façon différente, non pas de ce qu'était la réalité qu'elle percevait, mais avec des sensations différentes. Donc voilà, je fais un protocole improvisé qui lui a permis de voir que les choses n'étaient pas exactement ce qu'elles étaient. Et ça lui a permis de définir si oui ou non elle pouvait divorcer. Donc j'ai pas su si elle avait décidé ce qu'elle avait décidé, mais elle est partie en sachant, en ayant sa réponse.
Et pour moi, c'est important de ne pas refuser les personnes, même si a priori ça nous paraît insurmontable. Voilà. Alors ce qu'on comprend quand on vous entend parler de ce que vous enseignez, de ce que vous pratiquez, c'est que en fait c'est un art. Et évidemment c'est un art, vous donnez envie de pouvoir aussi devenir un artiste. Donc pour maîtriser cet art, quel est le parcours d'acquisition de compétences minimum selon vous? Minimum. 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 Moi, je dirais plutôt maximum. Il en faut un maximum, elle a raison. Il en faut un maximum quand même. Parce que si on essaie d'aider les autres, et c'est une excellente démarche que d'essayer d'aider les autres, il faut avoir un maximum de compétences. La compétence est vraiment cruciale. On ne peut pas bricoler. Surtout dans ce cas-là, bricoler avec l'esprit de quelqu'un d'autre, bricoler avec la vie de quelqu'un d'autre. Non. Il faut se dégager de prise de décision de notre part et laisser l'autre totalement libre. Et pour ça, ça demande de reconnaître un certain nombre de choses. Pour moi, la PNL et l'hypnose sont des incontournables. Mais il y a d'autres thérapies, il y a d'autres outils. J'ai une dizaine ou une quinzaine d'outils de thérapie. Je suis sophrologue aussi, entre autres. La psychopathologie. La psychopathologie, c'est crucial pour savoir ce qui est de notre cours de jeu et ce qui n'est pas de notre cours de jeu. Nous ne sommes pas psychiatres. Le psychiatre a des années d'études derrière lui, avec de grosses spécialités. C'est autre chose. Sa cour de jeu à lui n'est pas la nôtre. Et la nôtre n'est pas forcément celle qui l'intéresse à lui. On est complémentaires. Et savoir que ça, ce n'est pas dans notre cours de jeu. Et on doit l'envoyer vers la psychiatrie ou vers d'autres choses. C'est super important. Super important pour tenir l'autre en sécurité, pour se tenir aussi en sécurité. C'est indéniable. Mais se lancer sans avoir ces éléments-là, c'est juste de l'inconscience. Et c'est ce qu'on dit dans nos instituts. D'accord. C'est le discours qu'on tient en permanence. Au minimum, PNL, hypnose, psychopatho. Ça, c'est la base. Oui, et puis le problème, c'est que c'est aussi un prend piège. goût. Voilà, on y prend un goût et on n'arrête pas. Nous, on parcourt la planète pour apprendre des nouveaux outils aujourd'hui. Et c'est le goût pour une connaissance toujours renouvelée de la compréhension de l'humain. Oui, mais vous formez des hypnothérapeutes, c'est-à-dire des gens qui vont s'installer, qui vont devenir des professionnels, qui vont peut-être ouvrir un cabinet ou en tout cas exercer ça en tant que métier. Pour devenir un hypnothérapeute performant, qui peut vraiment accompagner des gens en toute sécurité, comme vous dites, c'est combien de temps? Il faut envisager un investissement de combien de temps pour arriver à ça? Alors ça dépend de comment on envisage le temps. Il y a des personnes qui vous diront 2-3 ans. Sauf que les personnes qui vous disent en général 2-3 ans, elles vous parlent de parcours universitaire sans pratique derrière, où c'est de la théorie, et c'est un week-end par mois, 1 ou 2 jours par mois. Moi, je vais parler en termes d'heures. En termes d'heures, si vous utilisez des techniques d'enseignement d'aujourd'hui, pas de l'enseignement forcément magistral, mais de l'enseignement qui respecte la façon dont l'être humain apprend, qui permet à ceux qui apprennent par la pratique d'apprendre par la pratique, ceux qui apprennent par la théorie d'apprendre par la théorie, ceux qui apprennent en voyant faire d'apprendre comme ça. On a 4 façons d'apprendre et souvent on emprunte à 2 ou 3 façons d'apprendre. Certains à 1, certains à 2, d'autres plus. Si on respecte ces façons d'apprendre, on peut apprendre très vite. Mais il vaut mieux parler en termes d'heures parce qu'une formation de 9 mois à 2 jours par mois, ou 10 mois, 2 jours par mois, sachant qu'il y a de la redite sur la première journée, vous allez passer beaucoup de temps, 2 heures au moins, à redire ce que vous aviez dit pour refaire le point, ce que vous avez dit il y a un mois. Alors que si on concentre tout ça en nombre d'heures, vous n'avez pas de redite. C'est fait au fil de l'eau, c'est intégré plus facilement, plus rapidement. En termes d'heures, on va être similaire. En termes de contenu, on sera supérieur. En termes de pratique, on sera supérieur. Donc c'est pas un nombre de temps. Et puis une personne va apprendre très très vite. Une autre personne a besoin de plus de temps pour apprendre.
c'est respecter les délais d'apprentissage de chaque personne. Certaines personnes, entre 2 modules de formation, ont besoin de temps, quelques mois, quelques semaines, d'autres pas. Aujourd'hui, les gens ont besoin de choses qui aillent vite. Et de revenir faire certaines choses des fois. Des fois, il vous faut pratiquer 2, 3 fois la même chose pour pouvoir l'apprendre. C'est pour ça que nos formations, par exemple, sont offertes gratuitement à la révision, pendant 5 ans. Pour que les personnes qui ont appris, qui ont un délai pour apprendre et qui ont besoin de revenir pour continuer à apprendre, puissent accéder à ces formations autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'elles apprennent. Donc, parler en termes de durée de formation est absurde, comme si tous les êtres humains étaient des robots qui fonctionnent tous de la même façon et qu'on programme tous de la même façon. Vous avez parlé de techniciens, praticiens, master, ça dure combien de temps? C'est à peu près 24 jours. La totalité? Oui, je pourrais arriver à la fin de l'enseignement, sans les spécialités, sans le parcours juste d'éléments de base, c'est 24 jours. Jusqu'à la fin du master? Jusqu'à la fin du master.